Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Simon Abgarian. Doit-on encore vous présenter, Simon? Mais je vais quand même le faire. Donc vous êtes acteur, réalisateur, metteur en scène français, mais aussi arménien. L'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes reconnu pour votre travail en France, mais aussi sur la scène internationale. Vous avez reçu plusieurs prix. Donc le prix le plus prestigieux dont on parle souvent quand on parle de vous, c'est le prix Molière, qui est un prix pour le théâtre, pour votre pièce Electre des bas-fonds. Vous êtes en Arménie justement pour discuter autour de la question du théâtre aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que vous faites avec ce projet ici en Arménie? On est venu jouer l'année dernière au théâtre Sandokan. On a été invité par le ministère de la culture arménienne avec l'aide de l'ambassade de France ici et du directeur du théâtre, Vartan Mgordichian. Donc on est venu jouer 2 fois ici et j'ai toujours eu pas l'envie, parce que c'est au-delà de l'envie, mais le besoin de venir travailler avec des gens ici, quoi. Donc je reviens en mai, là je suis là pour faire les rencontres, on va dire, les auditions avec les acteurs du théâtre Amaskaïn, et puis je reviens en mai-juin pour créer début juillet la pièce. Donc c'est la pièce qui sera jouée en arménien ici. Oui, mais c'est une autre pièce. C'est une pièce que j'ai écrite en 2008, qui s'appelle Pénélope, qui est une pièce dont le personnage principal, on va dire que c'est une femme et son verbe. Voilà, c'est la parole d'une femme qui attend le retour de son homme. Enfin, ce qu'il faut dire aussi que moi je suis de nationalité libanaise aussi, j'ai 2 passeports, donc m'appuyant sur la guerre civile libanaise, forcément on parle du monde, quoi, et de l'universel et de la condition qui fait que la guerre, du fait que la guerre transforme les gens, révèle leur vertu et leur vice, quoi. Mm-hmm. On a vu des gens incroyablement héroïques avant la guerre qui se sont transformés en rien. Et des gens qui pensaient on n'était rien, étaient de vrais héros, quoi. Je parle des Arméniens. Mm-hmm. Et donc, je voulais un peu savoir comment ça se passait, la différence aussi entre mettre en scène une pièce en France, peut-être avec des acteurs européens minimum, ou français, et en Arménie. Quelles sont les difficultés ou bien les facilités ou ce que vous rencontrez ici? Les difficultés, elles sont toujours là, elles sont latentes, quel que soit le pays dans lequel on œuvre, quoi. Que ce soit les acteurs français, libanais ou arméniens, se confronter au théâtre, c'est toujours quelque chose de difficile en soi. C'est pas simple, c'est pas juste un métier qu'on exerce après 3 ans d'études et qu'on se dit tiens, je suis acteur, je suis actrice. C'est pas ça, c'est toute une vie de travail, quoi. Et avoir une certaine conscience de ça, ou pas d'ailleurs, qui fait que la qualité, on va dire, pas la qualité, mais l'engagement de l'acteur ou de l'actrice ou de l'artiste de théâtre, de l'homme, de la femme qui fait du théâtre, prend telle ou telle direction. On peut faire une vie de théâtre tout en faisant des pièces très, très inoffensives, on va dire. Qui rapportent de l'argent et qui font que on s'amuse à faire du théâtre. Puis de l'autre côté, on fait ce qu'on appelle en Russie à l'époque le théâtre d'art. C'est ce que j'essaye de faire. Du théâtre engagé, du théâtre qui s'inscrit dans son monde, qui essaye d'en être l'écho, on va dire. Est-ce que vous avez l'impression que les acteurs arméniens ont peut-être quelque chose qui les différencie des comédiens français quand vous faites vos auditions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie, qui les rend un peu plus arméniens en quelque sorte? Ils sont arméniens. En tout cas, moi, je peux parler du fait que le fait que je sois arménien travaille mon corps d'artiste français. J'aurais pas écrit ce que j'ai écrit, j'aurais pas joué ce que j'ai joué comme je l'ai joué si je n'avais pas été arménien du Liban notamment, parce que on est tous les mêmes, mais nous avons nos spécificités selon les pays dans lesquels nous vivons, qui nous ont accueillis, ou dont on a forcé la porte parfois, qui voulaient pas toujours nous accueillir de si bon gré, on va dire. Et donc forcément ça joue. Mais eux, oui, sur certains sujets, je pense que ça les touche, ça les atteint de plus près. Certains sujets les atteignent de plus près que d'autres, quoi, on va dire. Donc, on remarque que vous revenez un peu plus souvent ici en Arménie depuis quelques années. En 2022, vous aviez fait une interview à CivilNet avec Lara Cholakian, dans lequel vous parliez d'un projet pour 2023 autour d'un festival que vous vouliez organiser. En 2023, l'Arménie a connu un épisode désastreux de son histoire. Ça a été la fin de l'Artsakh pour de bon.
Est-ce que ce projet a été mis en stand-by? Est-ce que vous le poursuivez? Est-ce que votre venue plus régulière aussi ici rentre dans ce contexte-là? C'est par là que ça va passer, je pense. C'est par ma présence, par mon travail, ce que je diffuse, ce que je reçois, ce que j'échange. Et comme vous le savez ici, c'est un peu ardu. Le fait de vouloir construire quelque chose, il y a des étapes. Parfois, c'est un petit peu, ça peut devenir kafkaïen parfois pour des personnes qui viennent d'un pays où tout, même si la bureaucratie est lente comme en France d'ailleurs, mais ça roule plus ou moins quoi. Là, il y a d'autres rouages qu'il faut connaître et qu'il faut assimiler et digérer. Non, c'est pas simple. C'est pas simple, d'autant plus, comme vous venez de le dire, c'est un pays dont la situation est ce qu'elle est, encerclé, assiégé, enclavé, seul, désargenté, quoi qu'on dise, sans matière première, etc. Donc tout ça, moi, je le tiens je le vois, je le sens, je le sais, je l'entends. Donc faire du théâtre en soi n'est pas vain, parce que sinon, pourquoi faire la guerre, défendre un pays dont les frontières sont menacées, dont l'existence même est menacée, si ce n'est pour défendre sa culture, son entité qui se tient aussi dans sa culture, dans son art, millénaire parfois, et moderne pour d'autres disciplines. Donc ça se relie tout ça. Et c'est vrai que certains, j'avais entendu quelqu'un dire les théâtreux avec un peu de mépris parce qu'on avait souligné qu'il n'y avait pas de ministre de la Culture à l'époque du premier gouvernement qu'il avait formé ici, M. Pachignan, et c'est pas la bonne manière de faire avancer. Si quelqu'un émet un doute ou voire une critique, ce n'est pas ça veut pas dire qu'il n'est pas au fait de la situation géopolitique de son pays. Mais si nous voulons avoir un semblant de mécanique démocratique, il faut que nous puissions en utiliser les leviers. Et le levier premier de la démocratie, pour peu que je me rappelle, c'est quand même la parole, non ? Vous dites que vous ressentez vous-même quand vous êtes ici de cette espèce de tension, de cette espèce de désenchantement aussi. Comment on le ressent quand on vit? Parce que, par exemple, moi, je vis ici depuis longtemps, donc ça fait partie d'un quotidien. Comment, quand on vient de l'extérieur, on rentre dans cette atmosphère-là? Comment est-ce qu'on ressent tout ça? Par quoi? Par les mots qui sont dits, par les attitudes, par les mots qui sont dits, par la lenteur parfois, on sent qu'il y a un trauma, quoi. Voilà, le trauma, il est là, on peut pas le nier, quoi. C'est-à-dire que, et la plupart des gens, moi y compris, parce que nous avons tous été à un degré différent, traumatisés par ça, choqués par ça. Et ceux qui ne le sont pas, il faut qu'ils changent de métier, c'est-à-dire d'être arménien, parce que c'est un métier en soi, c'est un travail. On le cache, ce trauma, on a tendance à dire non, et c'est la tâche Apple, quoi. On dit, ça va aller, mais au fin fond de nous, on sait très bien, nous savons tous très bien que non, ça va pas si bien, quoi. Ça va pas si bien parce que, voilà, on sort, il y a les lumières, il y a les voitures, il y a les feux rouges, il y a les policiers, il y a les universitaires, il y a les médecins qui passent, les jolies filles aussi, des jolis garçons aussi, les chiens, les montagnes, tout, enfin, les trottoirs, la neige, la vie, quoi, les bars, les restos. Mais on sait que tout ça, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à comment pouvoir le détruire. Et nous, parfois, on a tendance à nous dire non, mais on va pas parler de ça parce que déjà c'est difficile pour le peuple arménien, et je comprends, mais en même temps c'est pas en montant des comédies musicales qu'on va pouvoir en parler, quoi. À un moment donné, il faut trouver le bon moyen, et je pense que le théâtre fait partie de ces bons moyens pour pouvoir expectorer presque ce poison qui nous pèse, quoi, qui a été ce qu'il a été pendant la guerre, depuis la guerre, quoi, et depuis même avant la guerre. C'est-à-dire que le trauma, il est double. C'est-à-dire que on dit, putain, on pensait que ça n'arriverait plus. Non, ça revient. Et ça revient dans la même mécanique, et ça revient dans le même silence international. Même si on a des amis qui traînent ici, à droite, à gauche, dans chacun des pays, qui sont un peu pas des fans des Arméniens, mais qui ont une conscience et qui est éveillée, cette conscience. Donc, on peut se dire que, oui, nous avons des amis, etc. Mais d'un point de vue géopolitique, on est passablement seul quand même, quoi. On est plutôt isolé, oui. Et donc, c'est ça qui est traumatisant par deux fois. C'est-à-dire que moi, je pensais pas qu'en 2025,
Parce que je me souviens, étant petit, je disais à mon père, mais pourquoi? Mais parce qu'on n'avait pas les mêmes armes. Ils étaient beaucoup plus armés, beaucoup plus organisés, beaucoup plus argentés que nous, l'armée ottomane, que les fédaïs qui se promenaient dans les montagnes d'Anatolie. Et aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Ça n'a pas changé, finalement. Mais moi, j'aimerais parler d'une chose, c'est d'anticipation. C'est-à-dire que moi, dans mon travail de metteur en scène, mon travail, c'est d'anticiper les transports, c'est d'anticiper. Je parle concrètement de comment on construit, d'anticiper les ateliers de couture, de construction des lumières, de décors, d'anticiper le travail avec les actrices et les acteurs. Et je crois qu'on est toujours, on a une tendance à être dans l'amont, quoi. Dans l'amont. On est tout le temps en amont à essayer de dire, oh putain, il y a un tremblement de terre, il faut vite à la hâte rassembler de l'argent. Il y a une guerre qui est en train de se faire, il faut vite ramasser des millions de dollars. Or, ces millions de dollars, on devrait les avoir. Dormants, prêts à être utilisés, prêts à être mis sur la table et même prêts à être brandis comme un argument lourd, puisqu'aujourd'hui, il paraît qu'il faut avoir de l'argent en diaspora pour pouvoir être entendu. C'est ce que j'ai vu. Et ça me choque pas. Ça, je trouve que c'est un argument. Voilà, maintenant, ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Oui, voilà. Parce que jusque-là, c'était dit. Non, voilà. Donc, parce qu'on parle de la même chose, je suppose, c'est la venue du Premier ministre Pachinian en Arménie. Voilà. Et même tout le rituel de l'invitation des gens qui ont été invités à participer à ce. Mais ça, on va y revenir. Donc mais pour parler, c'est d'amont, quoi. Et c'est ça qui est choquant aussi. Je croyais que nous étions prêts à faire face à tout ça. Manifestement, non. Nous sommes restés une communauté, je parle de la diaspora, éparse, digne du 19e siècle, quoi. Un peu aussi peut-être en rupture avec ce qui se passe ici. C'est ce que je dis. Oui. Éparse, digne, c'est-à-dire, nous sommes encore dans le Parikolzagan, dans l'essai on attend que ça tombe malade dans l'assistanat, voilà. Et dans la résilience. Moi, ça commence vraiment à me fatiguer, cette espèce du genre, bon, on se fait péter la gueule, on est résilient. Non. Il faut revenir à la résistance, active, organisée, construite, pensée, politisée, financée, professionnalisée. Justement, donc vous l'avez évoqué, Nicole Pachinian est venue récemment faire le tour des pays occidentaux, là où il y a la diaspora arménienne, et a invité en tout cas certaines personnes de la communauté, des notables, pour discuter de son plan, de ce que représente l'identité arménienne, puisqu'il en a décidé ainsi de ce qu'était l'identité arménienne, et donc il a évoqué, c'est ce qu'il pense lui. Oui, selon lui. Donc, il a évoqué la notion d'une identité arménienne qui s'est vraiment centrée sur le territoire souverain de l'Arménie. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle définition qu'il donne de l'identité arménienne ? C'est un vaste débat, c'est long, parce que c'est un débat presque philosophique, quoi, et tellement profondément ancré parfois, que ce débat n'a pas d'autre issue que de rencontrer le grand sentiment qui nous anime. Les grands sentiments qui nous animent et aussi les grands traumas qui nous animent. Donc, c'est difficile d'en parler. Enfin, ce que j'en pense, c'est un peu court, quoi. C'est pour plein de raisons. Oui, bien sûr, le fait de dire il faut se concentrer sur l'Arménie qu'il nous reste, pas sur l'Arménie existante, sur l'Arménie qui nous reste, et qui, je l'espère, puisque paraît-il que il y aurait une Arménie fantasmée, si j'ai bien compris les termes, une Arménie réelle. L'Arménie, elle n'est pas fantasmée, elle est occupée. Van est occupé, pour moi, est un pays occupé. Gars est un pays occupé. Ardahan est un pays occupé. Mouch, Sassoun, pour moi, c'est mon éducation, parce que c'est de là que viennent mes ancêtres, et c'est de là qu'ils ont été arrachés, que moi j'ai été arraché. C'est dans cet endroit-là que mon arbre généalogique a été coupé. Mes racines sont restées en partie là-bas. Ce que j'ai emporté, ce que mes grands ancêtres ont emporté avec eux, étaient les graines. Pas les racines, les graines. Donc, ça peut se discuter d'un point de vue de quelqu'un qui est initié, qui sort de l'appareil post-soviétique, même s'ils veulent s'en détacher. La rhétorique
étant presque la même, puisqu'elle est en réaction à une rhétorique post-soviétique. Donc la réaction à ça, elle n'est pas moins que ça, quoi. C'est la même dialectique, soi-disant dénuée de tout sentiment, qu'il faudrait être pragmatique. Or, nous savons très bien que le pragmatisme est le socle parfois du fascisme. On le voit dans pas mal de pays européens qui veulent faire preuve de pragmatisme. Faire fi des sentiments, c'est faire fi des cordes d'un instrument de musique sur lequel on taperait pour en faire un tambour, quoi. Or, une guitare, c'est une guitare. Et si on fait pas, si on lui coupe ses ailes, je veux dire, qui font sonner notre histoire. Après, bon, ça c'est une chose. Après, la deuxième chose, c'est faut-il se concentrer exclusivement sur l'Arménie actuelle? J'en suis pas sûr. Peut-être nous faudrait-il nous concentrer sur justement de comment nous constituer de pays, de communautés, de diaspora, on va dire, éparses, en un empire compact. En un empire compact, parce qu'on est un empire. Nous sommes devenus un empire à notre corps défendant, vu que les Turcs nous ont invités à quitter nos terres ancestrales, et on sait dans quelles conditions, qu'on n'oublie pas. Malgré ce qu'en pensent certains leaders politiques, qu'ils soient au gouvernement ou pas, qu'on n'oublie pas et que nous n'oublierons pas. Et que nous ferons tout pour que cela ne soit pas oublié par nos générations futures. Donc si toutes ces communautés arméniennes éparses par le monde décidées un jour par les générations à venir ou par des gens qui sont intéressés par autre chose que leur ego dans l'exercice d'une parole qui sauverait éventuellement l'Arménie, on pourrait se présenter d'une manière beaucoup plus forte. Et je pense que pour se présenter d'une manière beaucoup plus forte, il faudrait arriver à professionnaliser, à former des gens qui puissent être payés pour défendre la cause arménienne auprès des instances politiques de leur pays, au Congrès américain, au Parlement européen. Et tout ça, ça demande de l'argent. Peut-être ne faudrait plus, pour un temps, ne plus envoyer de l'argent en Arménie. Peut-être, je ne sais pas, puisque M. Pachinian dit que il est insignifiant cet argent. J'en sais rien. Non, mais je dis pas ça par cynisme. Hein. Je dis peut-être que pendant quelques années, pendant 2-3 ans, faudrait-il, par exemple, créer des commissions qui puissent distribuer de l'argent à telle ou telle personne qui veut faire des études, ou créer des pôles de presse, aider les gens qui sont des champions de la géopolitique, qui ont des compétences incroyables. Et on parlait de Diklan tout à l'heure, Yegavian, ou des gens qui viennent ici travailler bénévolement. À un moment donné, le bénévolat, on tient pas en apnée pendant toute une vie sous l'eau, quoi, pour pouvoir défendre la cause arménienne. Avec la meilleure des volontés, on tiendra pas. Avec la meilleure des volontés. Et Dieu sait s'il y en a de la bonne volonté. Moi, j'ai mon amie Anaïd Dasseux qui est là, qui s'occupe. On la connaît, elle est psychologue. Elle est psychologue et psy. Elle le dit pas, évidemment, parce qu'elle a de la classe. Mais tout ça, ça se fait bénévolement, quoi. Je te paye le billet d'avion, tu viens, je te trouve par l'ambassade tel ou tel, tu viens. Or, nous ne pouvons plus fonctionner comme ça. C'est-à-dire, on ne tiendra pas face à une armée en face de nous qui détient de l'argent, des relais dans tous les pays. C'est vrai que vous savez, quand la guerre a commencé en Artsakh, on a mobilisé nos amis artistes et acteurs. Et 2 jours après, ils avaient déjà prévu de joindre les agents de ces actrices et de ces acteurs qui avaient mis leur nom sur la page pour soutenir l'Artsakh. C'est-à-dire que les gars, ils étaient prêts, quoi. Ils avaient engagé des gens sur place à Paris, les avaient financés, dire tous les acteurs que tu vois, trouve leur agent, envoie voir. Et ils avaient une lettre type, ils envoyaient la lettre type, et dans la lettre type, je vous laisse imaginer ce qu'il y avait marqué sur. Donc voilà, je pense que moi je reviens sur le mot empire, quoi, parce que il faut arrêter de dire je suis un Arménien d'ici. En France, il y a plus de 2300 associations arméniennes. Oui. Donc on est arménien tout court, quoi. Au final, c'est peut-être il faudrait arriver à fédérer toutes ces forces-là, toutes ces synergies-là, et essayer d'en faire quelque chose qui puisse être aussi un signe fort envoyé pas seulement à nos amis arméniens d'ici, parce que moi j'ai pas d'ennemis ici. Quand je dis amis arméniens, quel qu'ils soient, où ils se trouvent, je peux avoir des adversaires politiques, mais je n'ai pas d'ennemis. Les Arméniens ne sont pas mes ennemis. Mais nos ennemis, les vrais, ceux qui essayent ce serait de leur envoyer un signe en disant voilà qui nous sommes et voilà de quoi nous disposons déjà comme argent.
Dans l'interview que vous avez fait avec Lara, vous disiez une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'au final, on doit se concentrer sur le fait qu'on est arménien, parce que pour un Turc ou pour un Azerbaïdjanais, ils font pas la différence. On voit pas la différence entre un Arménien de France, de Los Angeles, qui est né à Van ou à Erevan. Pour lui, un Arménien, c'est un Arménien, et donc il sera face à son destin s'il est face à un Turc ou un Azerbaïdjanais. Mais ils ne feront pas la différence. Et nous ne devons plus la faire, oui. La différence. Nous devrions nous interdire de nous comporter comme nous le faisons. C'est pas possible de pouvoir vouloir sortir l'Arménie du concept mortifère de la survie. Notre travail est d'enlever le suffixe sur et d'être dans la vie. Il y a tout pour. Il y a tout. Je le vois en diaspora, je le vois ici. Il y a toutes les compétences, il y a tous les savoirs. L'héroïsme ne nous a jamais fait défaut. Et c'est pas une question ni d'héroïsme, ni de savoir, ni de compétence. C'est une question d'argent, en fait. D'argent et d'unité internationale ou nationale sur le globe, quoi. De pouvoir avoir des gens qui sont plus en train de se tirer la bourre pour savoir qui a raison, qui a tort, pendant que les autres ils sont en train de grignoter du territoire. Enfin, ça c'est irresponsable. Et pour entrer dans le sentiment, c'est irrespectueux pour ceux qui ont donné leur vie, qui sont morts. Notamment dans cette dernière guerre, celle d'avant, et 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 celle d'avant. Si on parle d'un point de vue purement humain, je voulais savoir ce que ça vous avait fait, enfin, ce que ça fait tout le monde, mais par exemple, moi, quand j'ai vu le nombre de morts défiler, les noms, les dates de naissance, qui, pour moi, je savais même pas qu'un enfant qui était né en 2000, c'est pas un enfant, il a 18 ans. Ça m'avait choqué de voir écrit né en l'an 2000 ou 2001, 2002. Moi, je voulais savoir ce que ça vous avait fait de vous rendre compte que l'Arménie revivait quelque chose que vous connaissez. Moi, je ne connais pas parce que j'étais trop petite, mais vous l'avez vécu en pleine conscience, cette période, la première guerre du Karabakh, de revoir cette guerre reprendre 30 ans après. Qu'est-ce que ça vous a fait? Premièrement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, sachant que ces garçons et ces filles avaient une perspective de vie, avaient certains danseurs, musiciens, ingénieurs, étudiants, amoureux. Parce que pour la plupart, ce que les gens ne savent pas, oui, ce sont des enfants qui ne sont pas du tout préparés à être soldats, c'est pas leur métier, c'est des enfants qui avaient des aspirations à faire des études universitaires, à entrer à l'académie de musique, c'est ce que je dis. Voilà. Ouais. Bon, après, vous savez... souvent, on cherche, parce que ça, c'est la nature humaine depuis des siècles, sur la pierre sacrificielle, on cherche toujours la tête qu'on va couper pour apaiser le peuple ou le groupe en question. Moi, je crois qu'avant toute chose, il faut essayer de comprendre les mécanismes qui nous ont amenés à ça. Alors, ils sont parfois très concrets sur le champ de bataille, dans la chaîne de commandement, manifestement, apparemment, qui n'aurait pas toujours bien fonctionné. Pour peu qu'il y en ait eu une de chaîne de commandement, me dit-on. Alors, du coup, je suis pas expert ni exégète en matière militaire, et je n'ai pas le dossier de ce qui s'est passé concrètement sur le terrain. Mais ce que je peux dire de ce qui s'est passé durant 30 ans en amont, c'est que nous étions tellement contents d'avoir cette Arménie indépendante, etc. Nous n'avons pas tout de suite réclamé... juste des explications, même pas des comptes, quoi, des explications aux différents régimes qui se sont poursuivis, à continuer à serrer des mains qu'il n'aurait pas fallu serrer, à continuer à faire des alliances avec qui non seulement il n'aurait pas fallu faire des alliances, mais condamner les factions, le type en question avec qui des alliances ont été faites et signées. Donc tout ça a contribué aussi à, je pense, de voir, parce que le facteur politique, c'est important. C'est important d'avoir une vision politique et une mécanique. Par exemple, on aurait pu, quand je parle de mécanique, d'avoir un système judiciaire beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant.
d'avoir essayé de essayer de construire une école de diplomates et de fonctionnaires en Arménie. Et on n'a pas vu ces efforts qui ont été faits en Arménie. On a vu de l'argent dilapidé, me dit-on, qu'il y ait des sources et des mines de je ne sais quoi vendues déjà aux Russes, etc., etc. Donc, il y a eu dilapidation. Il y a eu méfaits. Il y a eu comme ça détournement d'attention et envers un peuple en danger, quoi. Et on le voyait tous et toutes, que l'Arménie se vidait de son contenu, les gens quittaient, les gens partaient, et continuent manifestement à le faire. Donc, parce que les gens qui sont patriotes se disent c'est un beau pays, et c'est vrai que c'est un beau pays, ça pourrait être un pays même formidable qui ressemblerait peut-être au Luxembourg, je ne sais quel autre pays. Je suis pas en train de, moi je vois pas l'Arménie comme une start-up, quoi. Je suis pas dans ce délire-là libéral comme on peut le voir aujourd'hui, et on a beau avoir de l'argent. Une fois j'étais en Israël, je faisais un film là-bas, le lendemain je me suis réveillé, il y avait des travaux la nuit, le lendemain il y avait la route goudronnée déjà. Et j'ai dit au réalisateur, putain, vous allez vite, hein. Il dit, non seulement on va vite, Simon, mais les routes, on les construit vite et on les garde. Et je dis ça parce que cette anecdote, on aurait dû penser aux faits sécuritaires, de construire des TUMO, des écoles d'agriculture, des universités, des théâtres en Artsakh est évidemment important. Mais celles et ceux qui ramassaient l'argent pour le faire auraient dû aussi demander une garantie sécuritaire aux différents États, aux différentes régions, ou à l'État central d'Arménie ou de l'Artsakh. Et ça n'a pas manifestement été fait. Ou alors si ça a été fait pas très bien, quoi. Non, pour donner un exemple, en Artsakh, quand il y avait la guerre, moi j'ai été très étonnée de voir que en fait les caves, c'était des vieilles caves qui avaient aucune sécurité, et c'était pas des bunkers. Quand on parlait de bunkers à chaque fois, et quand on allait en cave, on voyait que c'était juste de simples caves qui n'étaient pas du tout sécurisées. Donc en 30 ans, il y avait le temps de construire ce genre de choses pour une population qu'on sait plus ou moins en danger. On n'avait qu'un cessez-le-feu, pas un accord de paix. Il y avait des lignes de défense beaucoup plus importantes, de changer sa stratégie, de sécuriser cette victoire, de la sanctuariser, cette victoire. Ça n'a pas été fait, même si en face ils sont très forts, il y avait beaucoup d'armes, beaucoup de conseillers de tel ou tel pays. Il aurait fallu avoir beaucoup d'armes et d'avoir des conseillers de tel ou tel pays. Et puis voilà, et puis c'est tout. D'avoir un système de renseignement beaucoup plus développé. Le type, il est en Artsakh, il est habillé en soldat arménien, personne ne le voit, personne ne le sait, et il tire sur un médecin qui est en train de rentrer chez lui du front. Enfin, non, il y a un problème. On a eu un problème, quoi. Et c'est ça aussi, c'est ça que je veux dire. On est venu jouer ici, on est venu, et on voit il y a des manquements, il y a des gens qui sont faits avec des... Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait ce fameux virus que j'ai appelé le virus du plan B. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus dans certains cas la considération du plan A. Là, tout à l'heure, je dis à la personne, on va faire le décor. Ça s'appelle des roues opéra, c'est des tripodes, c'est un bloc comme ça avec 3 roues. Et ça facilite la circulation des objets sur les scènes de théâtre et d'opéra. D'ailleurs, ça s'appelle les roues opéra. Et elle me dit, mais tu penses pas qu'on pourrait... on va les fabriquer nous-mêmes? Je dis, non, ça se fabrique pas, ça s'achète. Parce que c'est un savoir qui est à part. Je dis, tu peux pas fabriquer un Mirage, un avion Sukhoi, tu peux pas le fabriquer, tu l'achètes. C'est pareil, c'est une technologie très précise qui fait que... Et il y a vraiment cette culture du plan B, quoi. Et c'est ça aussi qui nous fait mal. Parce qu'on sait que, même qu'on est un peuple inventif, on est un peuple, il y a toute cette mythologie du peuple inventif et du peuple. Je dis pas que ça l'est pas, mais c'est pas là-dessus c'est pas en étant inventif qu'on peut gagner une guerre ou construire un pays. C'est sur des bases solides, concrètes et pérennes et respectées. Enfin, voilà, ça c'est... Simon, je voulais aussi revenir sur le fait que vous êtes arménien, ça c'est sans aucun doute, mais vous êtes aussi français et donc aussi européen.
Et je sais qu'en 2022, vous aviez écrit une tribune à Ursula von der Leyen, qui était à l'époque la présidente de la Commission européenne, pour exprimer votre indignation par rapport au manque de réactivité de l'Europe face à ce qui avait été fait, l'attaque, l'offensive azerbaïdjanaise sur l'Arménie. Ça, c'était en 2022. Donc après, on a eu 2023, qui a mis fin totalement à l'idée même de l'Artsakh, donc qui n'est plus qu'une idée, donc plus un territoire malheureusement. Et là encore, pas de réactivité, rien du tout du côté, à part quelques petites condamnations vite fait, mais on a oublié déjà l'Artsakh en Europe. Vous, en tant qu'Européen, ça vous fait quoi de voir qu'il y a complètement une passivité par rapport au sort des Arméniens? Comme il y avait une passivité au moment du génocide, en fait. Ouais. Parce que c'est la même désorganisation, la même naïveté, Enfin, on en est encore à dire les Russes sont chrétiens, ils vont nous aider. Enfin, les gars, quoi. Quels chrétiens, quels Russes. De tout temps, on les a vus même pas nous trahir parce qu'ils ils ne nous avaient rien promis, mais c'est juste à un moment donné ils filent vers leurs intérêts parce qu'ils font partie leur pays, il fait partie de la carte, de la map au monde. Moi, je vous avoue que quand je cherche l'Arménie, je cherche malheureusement la Turquie et j'en bas je trouve l'Arménie. Maintenant, j'arrive à la trouver sans me repérer par rapport à la Turquie, mais oui, j'ai écrit cette lettre, c'est parce que bon, après, on a beau dire, oui, il faut arrêter de dire quelle honte, il faut avoir des moyens, des leviers de pression, c'est tout. Il faut arrêter de dire, les gens, si vous leur crachez dessus, ils vont dire qu'il pleut, ils s'en foutent, hein, ils vont pas dire voilà autre chose que ça, quoi. Et von der Leyen fait partie de ces gens qui, tout d'un coup, pour avoir le gaz russe qui en partie passé par l'Azerbaïdjan, est tombé dans les bras il y a la FIFA qui est là-bas, il y a la Formule 1 qui est là-bas, il y a l'Eurovision qui est là-bas, enfin. Et nous, on est encore en train de dire, c'est pas bien d'écrire des lettres, tout ça. Non, de quoi dispose-t-on? De rien, sinon de nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est pas rien. C'est 7-8 millions d'Arméniens et d'Arméniennes à travers le monde. C'est énormément. Si chacun participe, et je reviens à cette histoire de 10 euros, 10 dollars par mois, c'est quoi 10 euros, 10 dollars? C'est même pas un paquet de clopes, quoi. Eh ben, ça fait, nous, on est 450 000 en France, ça fait 72 millions d'euros par an, quoi. On peut atteindre le milliard et demi par an. C'est pas rien, ça pèse. On peut aller, le caviar gate, c'est pas l'Armenian gate, hein, c'est le caviar gate. La caviar gate, c'est des lobbyistes azerbaïdjanais qui sont allés soudoyer, acheter le silence ou une certaine parole orientée de certains députés européens, c'est tout. Je dis pas, c'est pas qu'il faut le faire, mais on peut le contrecarrer en ayant des moyens d'envoyer des gens, rien qu'habiter sur place, aller à l'hôtel, prendre le train, prendre l'avion, ça coûte de l'argent. Et cet argent, on ne l'a pas, quoi. C'est-à-dire que le champ de bataille, il n'est pas seulement aux portes de l'Arménie, le champ de bataille, il est partout. Et il est aussi dans l'imaginaire, parce que les Azéris, ils sont en train de travailler l'imaginaire du monde. Ils ont un récit, ils ont un narratif qui dit que c'est la terre albanienne, que cette écriture n'est pas l'écriture arménienne, etc., que l'Arménie, c'est une partie du vieil Azerbaïdjan, ça veut dire... L'Azerbaïdjan occidental. Occidental. Et on va dire, les copains, vous allez pas vous réveiller, vous allez pas vous mettre en ordre de bataille pour faire exploser votre narratif d'une manière forte dans toutes les chancelleries du monde. De leur dire que Coca-Cola, c'est plus vieux qu'Azerbaïdjan, les gars. Vous pouvez le dire, ça existe, c'est pas faux. C'est vrai. Donc, et je vois que tout d'un coup, on en voit, il y a... Bon, moi, c'est vrai que ça parle bien, ça se défend bien, mais quand on parle géopolitique, il faut pas envoyer des leaders politiques de certaines... Il faut envoyer des champions, des gens dont c'est la compétence. Et je reviens à Diklan Yegabian et d'autres qui iraient ferrailler avec l'ambassadrice d'Azerbaïdjan, par exemple, à la télé, par exemple. Moi, quand j'y vais, c'est comme je suis en train de faire maintenant. Moi, je porte une parole, je porte un sentiment, je porte un regard, qui est un regard humain d'un citoyen dit du monde, mais qui est issu de cette histoire arménienne. Je suis ça, moi. Je suis pas autre chose. Je suis pas français d'origine arménienne. Je suis français et je suis arménien. C'est pas une origine. Je le suis. Et
Mais il faut arriver à faire parler nos compétences, quoi, nos journalistes, d'avoir une radio qui soit, ou des télévisions, ou des je ne sais quoi, qui soient compétentes avec toute une nomenclature comme vous avez ici, manifestement. Voilà, ça a l'air organisé, ça a l'air probant, c'est votre métier, vous êtes payé pour. Et vous avez été bénévole un certain temps, puis après, les gens comprennent qu'il faut, parce que les soudjours, ça pousse pas dans les arbres, qu'il faut se nourrir. Et c'est juste d'être payé pour sommer. Mais si vous voulez qu'on travaille pour l'Arménie, à un moment donné, nous ne pourrons plus le faire sur notre temps, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. C'est de ça que je parle. Donc c'est miser sur les compétences des Arméniens à travers le monde, quoi. Bah ouais, mais c'est ça qui est choquant quand von der Leyen prend la parole. Oui, ça me choque en tant qu'Arménien, etc., même en tant qu'humain et humaniste et homme qui pense que la justice humaine pourrait, l'équité politique et la probité politique pourrait et devrait exister. Elle l'a été avec les temps de Jaurès, de Hugo, etc. Et que tout d'un coup, puisque ça n'existe pas, arrivez en meute, les amis. Arrivez en meute, quoi. Faites du bruit. Et vous n'avez pas à mentir puisque c'est vous qui détenez la chose. C'est eux qui sont en train de cacher leurs mensonges. C'est pas nous. Nous ne mentons pas quand nous disons que la terre d'Artsakh est une terre arménienne millénaire. Que le Nakhitchevan, c'est pareil. Que les Arméniens sont là bien avant les Turcs. Les Turcs arrivent dans la région au Xe siècle. Donc là, les Turcs, ils ont leur mode de dire on est des descendants des Hittites. Les Hittites, c'est un peuple indo-européen. Comment veux-tu être descendant d'un peuple européen quand tu viens d'un peuple altaïque et que tu as une langue qui est une langue turquique. Donc il y a toute cette schizophrénie turque et azérie qui est historique. Je parle de ce qui, tout d'un coup, les gens se trouvent des origines, pas seulement pour l'histoire du territoire, mais surtout pour effacer l'histoire de ceux qui étaient là avant, notamment la nôtre. Donc nous, le narratif, on l'a. Je veux dire, eux, ils sont en train de construire un narratif pour essayer de convaincre la population de leur, comment dire ça, de justifier leur présence sur des terres. Nous, le narratif, on l'a aussi depuis longtemps, elle est prouvée, mais pourtant, on a vraiment du mal à pousser tout un peuple à aller de l'avant quelque part, parce que moi je vis ici depuis que je vis, que je suis sur cette terre, on parle de survie des Arméniens, jamais du fait que les Arméniens vivent. Et par exemple 2018, la révolution de velours, c'était un moment où on s'est dit enfin on va vivre, et ça a été le désenchantement. Donc qu'est-ce qui fait à votre avis qu'on a du mal à essayer de vivre? Pourquoi on est toujours dans la survie? Parce qu'on fait semblant de pas y être. Moi, je crois qu'il faut souligner le fait du danger, le fait de la survie. Il faut le dire et le redire. Et c'est pas dire, moi, c'est bon, ça suffit. Non, ça suffit pas. Il faut que chacun se réveille, dire, et surtout en diaspora et en Arménie, mais surtout en diaspora, dire, vous n'avez aucune idée de ce que veulent nous faire nos voisins. Ça, c'est pas assez dit. Non, je pense que c'est pas assez, c'est dit, mais c'est trop global. Il faut être précis dans le mal que ces gens veulent nous faire. Il faut être précis et il faut être construit dans ce récit-là, parce on peut pas rester dans le dire c'est les méchants, nous sommes les gentils, c'est pas ça. C'est dire il faut parler de dates, il faut parler des choses, il faut parler de dire ils sont en train de travailler la France dans le dos en parlant aux Kanaks, aux indépendantistes, pas Kanaks. Si, de Nouvelle-Calédonie. Voilà, en Nouvelle-Calédonie, ils nous travaillent au Congrès américain, ils nous travaillent au Parlement européen, dans les chancelleries italiennes, belges, s'ils peuvent. Bon voilà, nous on doit être présents, c'est-à-dire que c'est un champ de bataille, c'est-à-dire que le champ de bataille, il est partout. Et c'est ça qu'il faut on doit prendre. Enfin après, moi je parle comme un pauvre acteur qui voit ça. Mais comme j'aime l'esprit combatif et de résistance, donc je m'intéresse à la question de la stratégie. Je me suis toujours intéressé à ça, quoi, et au combat. Comment combattre. Et il faut y aller. Je veux dire que comme la lutte armée, elle a eu ses effets et ses limites et ses décadences, il faut qu'on arrive à trouver la lutte idéologique et comment dire, médiatique. On parle de lutte médiatique, vous en parlez très bien, et donc aussi via la culture. Est-ce qu'on peut essayer d'influencer tout ça via des pièces de théâtre, via des films? Je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a eu quand même des films sur le sujet aussi, et vous en avez fait, vous étiez l'un des acteurs aussi, mais est-ce que vous avez l'impression que ce genre de
de format, ça peut aussi pousser les consciences à réagir. La culture. Le dernier champ de bataille, c'est le champ de l'imaginaire. Donc c'est pas ça peut, ça va. C'est en train. Vous regardez Netflix, il y a des kilos de séries turques qui sont en train, par des messages subliminaux, en train de continuer leur narratif dont on a parlé. Et ils sont vus dans tout le monde arabe et parfois en Amérique latine parce qu'ils sont bons, parce que ils sont pas plus bêtes que d'autres. Ils apprennent vite, ils ont les moyens, ils ont les. Je pense que nous, en Arménie, il faut qu'on arrive. Souvent, moi, on me disait à ma mère, Simon, comment ça va? Il fait du théâtre. Non, mais son vrai métier, c'est quoi? Donc, ça en dit long. Je pense qu'il faut qu'on se rende compte que justement le champ de bataille, puisqu'il est imaginaire, il faut s'organiser et en amont préparer des générations qui ont l'envie déjà, le besoin, la passion d'être cinéaste, metteur en scène de théâtre. Mais je crois que le cinéma a beaucoup plus de poids, et puisqu'il est beaucoup plus vu partout, et d'essayer de créer un groupe, mais justement, mais que ce soit un groupe indépendant et qui ait de l'argent et qu'on dise aux gens, voilà, c'est important de faire des films. C'est important d'avoir des gens qui, par exemple, disent, parce que les Arméniens attendent le film sur le génocide. Non, il faut pas attendre le film sur le génocide. Il faut en faire 1,5 million de films sur le génocide. Parce que chaque génocidé a son histoire, chaque famille a son histoire. Donc il faut, et puis aussi passer à autre chose que le génocide, et raconter d'autres choses, autrement de l'Arménie, de nous, Arméniens en Argentine, en France, de retour en Arménie. Je sais, moi j'ai des projets, mais si vous voulez, nos instances politiques diasporiques ne comprennent pas ça, ne comprennent pas qu'il faudrait créer que deux tapes dans le dos d'un violoniste ou d'une fille qui a fait un joli récital au piano ne suffisent pas, même si on finance avec enfin, j'ai des exemples concrets, je vais pas donner les noms, mais moi j'ai un pote qui est photographe et pas des moindres, à qui il a fallu expliquer à la personne qui détenait l'argent que c'était important de faire la photo pendant la guerre d'Artsakh, quoi. C'est lui-même qui a financé son voyage, Antoine Agoudian. Or, ce serait eux d'aller le voir, dire Antoine, t'y vas, combien t'as besoin? Tiens, je le mets sur la table. Il n'y a pas eu ça, il n'y a pas ça. C'est toujours une espèce de domination, de mendicité de type qui va dire j'ai besoin de faire un film, j'aurais de l'oseille. Moi, j'ai des projets de films sur l'Arménie et je suis pas le seul. Il y en a plein d'autres qui l'ont. Mais il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la conscience que c'est important de le faire. Il n'y a pas la conscience. Il faudrait faire un CNC arménien en diaspora ou ici, ou les deux, ou confondus. Mais il faudrait avoir un pôle d'argent, dire voilà, quels sont les projets, une commission se rassemble et on choisit la commission, qu'elle se soit d'un point de vue artistique ou d'un point de vue géopolitique. J'en sais rien, parce que être aussi cinéaste, c'est surtout pas faire une tribune de propagande. C'est d'abord faire du cinéma et du beau cinéma. Mais à travers le beau cinéma et le grand cinéma, ou le cinéma expérimental, il est possible de dire 2-3 choses qui éveillent les consciences. Ça, je le sais, je le fais au théâtre. Moi, je glisse tout le temps des choses qui sont... Parce que les gens me disent « Est-ce que c'est politique ton théâtre ?» Je dis « Tout est politique. Tout est politique. Ne pas vouloir dire de politique dans son œuvre est un fait politique. Donc tout est politique. Parce que je ne parle pas de lâcheté, mais le silence voulu de certains est politique. C'est politique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour cette interview. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Mais avec plaisir. Merci à vous d'être restés avec nous et continuez à suivre CivilNet.